Les politiciennes sont un peu le reflet de notre société. Alors, il y a, chez nos élus, il y a des gens pour qui la question économique est plus importante. Il y en a qui vont là parce qu'ils ont milité toute leur vie pour la défense des plus pauvres. Il y a des écologistes qui s'en vont en politique, puis qui sont élus, puis qui deviennent ministres. Puis, alors, c'est à géométrie variable. Et ce qu'on constate, c'est que la question environnementale prend de plus en plus de place dans l'agenda politique. C'est pas unidirectionnel, c'est pas en constante évolution. Parfois, on avance de 2 pas puis on recule d'1. Les 10 années du gouvernement un peu au Canada ont fait en sorte qu'on a fait du surplace et qu'on a même reculé. Toutefois, c'est pas parce qu'il ne se faisait pas grand-chose au fédéral qu'il n'y a pas plein de provinces qui ont fait des choses. Le Québec a été le premier État en Amérique du Nord à mettre en place une taxe sur le carbone, à créer un fonds pour lutter contre les changements climatiques. Puis l'Ontario a fait de même. Puis la Colombie-Britannique a adopté elle aussi sa taxe carbone. Puis alors, on a vu plein de municipalités faire des choses, des communautés s'organiser, des entreprises dire, ben nous on émet beaucoup de gaz à effet de serre, finalement, puis là, on fait partie du problème, on peut-tu essayer de faire partie de la solution? Alors, je pense que ce changement-là, on le voit bien, là. Puis même, malgré l'élection de Donald Trump aux États-Unis, on peut se dire, ah mon Dieu, ça y est, c'est fini, il ne se fera plus rien en environnement. Non. Est-ce qu'on ne va pas connaître des reculs? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des batailles qu'on va perdre? Oui. On ne les gagne jamais toutes, mais moi, je pense qu'il y a une progression assez inéluctable vers une société qui va être de plus en plus verte, en partie parce qu'on n'a pas le choix, parce que, je veux dire, on ne peut pas espérer avoir une société prospère à l'échelle mondiale si cette prospérité-là se fait au détriment des conditions de vie sur Terre. Ça ne va pas marcher. Et je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience. On est en train de délaisser les combustibles fossiles de plus en plus. Malgré tous les beaux discours de M. Trump sur le charbon, il ne relancera pas le charbon. Pourquoi? Parce que maintenant, ça coûte moins cher faire de l'électricité aux États-Unis à partir du solaire ou de l'éolien. Donc, juste sur une simple base économique, il ne sera pas capable de... George Bush avait dit ça aussi. Hein? M. Trump n'est pas le premier, là, il n'a rien inventé. George Bush avait dit, quand il a été élu, il dit, moi, je vais relancer ça, le charbon. Je veux construire une centrale par semaine pendant tout mon mandat. Il a été là 8 ans. Puis les premiers 4 ans, il y avait le congrès de son bord, donc le congrès était républicain. Or, il n'a pas réussi à faire construire une centrale au charbon en 8 ans. Et pendant ces 8 années-là, même, qu'il y en a 200 qui ont fermé, à peu près, 180 quelques. Alors, Trump va faillir là où George Bush a également failli. En fait, la Californie a déjà passé à travers plusieurs cas où on a contesté la mise en place de leur loi environnementale et ils continuent d'aller de l'avant. C'est à cause de la Californie, c'est en partie à cause de la Californie, si aujourd'hui on a de plus en plus de véhicules électriques sur nos routes. Pourquoi? Parce que la Californie a dit, il y a une vingtaine d'années, aux compagnies automobiles, si vous voulez vendre des voitures sur notre marché, qui était à l'époque le 5e plus grand marché, là maintenant c'est le 7e au monde, bien, il y a un pourcentage des voitures que vous vendez à chaque année qui va devoir être des véhicules sans émission.
Donc, essentiellement, la seule technologie qui peut répondre à ça présentement, c'est les voitures électriques. On va perdre des batailles. Certainement, il faut pas jouer à l'autruche non plus, là. Mais je pense que M. Pruitt va goûter à sa propre médecine. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, lui, quand il était Attorney General de l'Oklahoma? Bien, il poursuivait le fédéral. Mais quand il va vouloir mettre en place ou démanteler l'Agence de protection de l'environnement ou enlever les mesures sur ci ou sur ça, qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va se faire poursuivre par les États américains qui vont dire « Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu as une obligation constitutionnelle de nous protéger. » Il va essayer, Trump va essayer, M. Pruitt va essayer, et parfois ils vont réussir, et dans bien des cas, ils ne seront pas capables. Dans bien des cas, maintenant, il y a plus de 20 États aux États-Unis qui ont adopté le même genre de loi que la Californie pour les voitures électriques. Le Québec l'a adopté au mois de décembre, unanimement. Hein? On a adopté un projet de loi à l'unanimité pour dire, nous aussi, on va faire ça au Québec. On va forcer les fabricants d'automobiles à mettre sur notre marché de plus en plus de véhicules électriques. Alors, et là, c'est un mouvement planétaire. Je veux dire, en Chine, il va y avoir 1 million de véhicules électriques d'ici 2020. En Norvège, aujourd'hui, plus d'un véhicule sur trois qui est vendu, un véhicule sur trois qui est vendu est un véhicule électrique. Au Québec, on est à peu près à 5 Alors, on n'est pas les pires, même qu'on est parmi les meilleurs, mais on est loin d'être le meilleur. L'Allemagne a annoncé que d'ici 2030, on ne pourra plus vendre de voitures à essence sur le marché de l'Allemagne. Bien, ça va être l'Allemagne, puis ça va être la France, puis à un moment donné, ça va être toute l'Union européenne, puis à un moment donné, ça va être nous aussi. Ces grandes tendances-là, ces grands mouvements de fond-là ne vont pas changer beaucoup malgré l'élection d'un Donald Trump ou d'un gouvernement de droite en Grande-Bretagne ou ailleurs. C'est des forces qui viennent d'en bas et qui poussent et qui poussent et qui vont continuer de pousser. Alors, il faut maintenir ces pressions-là. Il faut, dans certains cas, on va les augmenter parce qu'on va être de plus en plus nombreux et nombreuses à demander ces choses-là de nos entreprises, de nos politiciens au niveau municipal, provincial, fédéral. Et dans bien des cas, on travaille maintenant en partenariat avec ces gens-là. Il n'y a pas si longtemps que ça, chez Hydro-Québec, on ne voulait rien savoir de la voiture électrique, alors qu'Hydro-Québec, maintenant, est impliqué à 100 000 à l'heure dans le développement des infrastructures d'électrification des transports. Hydro-Québec a même remporté un appel d'offres en Ontario pour déployer des bornes de recharge pour voitures électriques. Au Québec, il y a 5 ans, 6 ans, on n'avait aucune borne de recharge publique pour les voitures électriques. Il y a 3 ans, on en avait 15. Aujourd'hui, on en a à peu près 850, 860. En 2020, donc dans 3 ans, on va en avoir à peu près le double. Donc, dans 3 ans, au Québec, ça va être plus facile de mettre de l'électricité dans une voiture que de mettre de l'essence. Pas dans 50 ans, pas dans 25 ans, même pas dans 10 ans. Dans 3 ans, ça va être plus facile au Québec de mettre de l'électricité dans une voiture que de mettre de l'essence. Ces choses-là, elles changent et elles vont changer de plus en plus rapidement. Et c'est pour le mieux. Ça a toujours été ça. Je veux dire, avant, ça ne passait pas à la télé, mais c'est comme ça que le développement se faisait. Tu sais, on tassait des communautés, on déménageait des gens, puis on ne se posait pas de questions. Je veux dire, la place Ville-Marie, combien de gens on a évincés de chez eux pour faire la place Ville-Marie à Montréal, autour de Radio-Canada. C'était comme ça qu'on faisait ça avant, puis on ne se posait pas de questions. Le développement, c'était ça, puis les décideurs décidaient, puis les gens, quand ça ne faisait pas leur affaire, ils enduraient. Mais là, aujourd'hui, je veux dire, juste le fait que Standing Rock ait été la bataille qu'elle a été, c'est un signe des temps. Le signal que ça envoie à ces entreprises-là, c'est bien, vous allez peut-être réussir à le faire, votre pipeline, mais après celui-là, il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Moi, je suis assez convaincu qu'Énergie-Est ne se fera pas, de par l'opposition qu'il y a sur le terrain au Québec. Il y a l'opposition, puis il y a l'économie aussi. L'économie du pétrole ne va vraiment pas très bien. Pour relancer des grands projets de sable bitumineux, il faudrait que le baril de pétrole qui se vend autour de 45 $ aujourd'hui soit à 70, même 80 $ le baril. Il y a 300 municipalités au Québec qui ont dit non à Énergie-Est, dont l'ensemble des municipalités du Grand Montréal, unanimement, le gouvernement Trudeau va
va dire oui à ce projet-là, alors que le Parti libéral vient d'avoir une majorité de sièges au Québec pour la première fois depuis combien d'années? Alors, je pense qu'on est on assiste au début de la fin de l'ère du pétrole. Ça ne va pas se faire comme ça, mais le fait que ces projets-là, avant qui passaient comme du beurre dans le poêle, soient contestés, soit remis en question, soit débattus devant les tribunaux, c'est un signe que le party est fini. Puis on est en train d'assister au commencement de la fin. Il y a toutes les campagnes de désinvestissement aussi, donc les fonds de pension, les municipalités qui avaient de l'argent dans le pétrole, l'Université Laval qui a annoncé qu'au cours des prochaines années, tous les investissements qu'elle avait dans les combustibles fossiles, elle allait les retirer pour les mettre ailleurs. C'est la première université au Canada à faire ça. Mais dans le monde, on est rendu à un total de désinvestissement dans les combustibles fossiles de 5 000 milliards de dollars. Ça, c'est des chiffres de décembre dernier. Alors, c'est encore plus aujourd'hui. 5 000 milliards de dollars que différents investisseurs partout à travers la planète sont en train d'enlever de l'industrie du charbon, du gaz, puis du pétrole. Puis ces investissements-là, ils s'en vont dans les renouvelables, dans le solaire, dans l'éolien, dans la géothermie, dans les nouvelles technologies. Je pense que de notre vivant, pour beaucoup de gens qui écoutent cette émission-là, ils vont voir ça, la fin du pétrole, et l'arrivée d'une économie beaucoup plus propre. On a beaucoup opposé la question de l'économie et de l'environnement. Moi, je pense que c'est un faux débat pour plusieurs raisons. Quand on parle de la question du développement durable, c'est quoi le développement durable? C'est un développement où ceux qui vont venir après nous vont en avoir assez. Ils vont en avoir au moins autant que nous, on en a eu pour pouvoir avoir des vies agréables, avoir un système d'éducation, avoir un système de santé qui a de l'allure. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Il y a plusieurs notions là-dedans. Mais évidemment, pour arriver à faire ça, pour que nos enfants puis nos petits-enfants vivent dans un monde agréable, on peut pas évoluer en tant que société en détruisant toujours de plus en plus notre environnement. Si la qualité de vie sur Terre diminue de plus en plus, nos enfants puis ceux qui vont venir après eux, ils en auront pas plus ou autant, ils vont en avoir moins. C'est sûr. Alors, dans le concept de développement durable, il y a cette idée-là que la préservation de l'environnement, c'est une condition. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas rien faire puis que tout est arrêté. Alors, parfois, oui, on va faire des choses qui vont avoir des impacts, mais des impacts ponctuels. Prenons l'exemple du fameux train de la Caisse de dépôt et placement, le REM. Qui est favorable à ce projet-là. Est-ce qu'on pense que c'est un projet parfait? Bien sûr que non. Puis on a fait des recommandations pour améliorer certaines choses. Il y a des gens qui disent oui, mais ils vont détruire des terres agricoles à Brossard pour faire la gare. C'est vrai. Puis nous, Équiterre, ça fait 25 ans qu'on travaille sur la question du territoire agricole, les fermiers de famille. C'est un enjeu qui nous préoccupe beaucoup. Donc là, on pourrait se dire, parce que le REM va avoir un impact sur les terres agricoles à Brossard, il faut pas le faire. Mais la réalité, c'est qu'à cause de l'étalement urbain, selon l'Union des producteurs agricoles, on perd à chaque année 4000 hectares de terres agricoles. 4000, pas quelques dizaines, 4000. Alors, si on construit le REM puis qu'on en perd quelques dizaines à Brossard, mais que grâce à ce projet-là, on commence à freiner l'étalement urbain, parce que les gens vont arrêter d'aller de plus en plus loin parce qu'il va y avoir un système de transport efficace, moderne, est-ce que ça vaut pas la peine? Alors, donc, un environnement de qualité dans le cadre du développement durable, c'est très important. Puis, il faut à la fois préserver notre environnement, puis il faut aussi travailler à réparer ce qu'on a détruit, ce qu'on a brisé, donc les pots cassés d'une époque où on ne le savait pas vraiment, puis même au début, quand on a commencé à le savoir, on n'y croyait pas vraiment non plus, puis on s'en préoccupait pas. Mais là, tout ça change énormément. Mais dans le concept de développement durable, l'économie, c'est pas une fin. L'économie, c'est un moyen. C'est un moyen vers
créer cette société-là où, d'un point de vue individuel et collectif, on a une qualité de vie intéressante pour nous, puis pas juste pour les gens qui sont au Canada ou aux États-Unis ou en Europe, mais pour l'ensemble des habitants de la planète. Alors, le développement économique des 2-3 derniers siècles s'est fait au profit d'une minorité sur le dos d'une majorité. Ça non plus, c'est pas durable. Pourquoi? Ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça crée des guerres, puis ça crée des gens qui vont joindre à des mouvements religieux extrêmes parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont rien, parce que... Puis parfois, c'est un peu de notre faute. Parce que nous, on a fait notre développement sur le dos de ces gens-là. Alors, le développement durable, c'est comment on réussit à réconcilier toutes ces choses-là, mais c'est pas une question de est-ce que c'est l'environnement, est-ce que c'est l'économie. Pour moi, l'économie, c'est pas une fin, c'est un moyen. La préservation de l'environnement, ça, c'est un objectif. Ça, c'est une fin. Puis ça, il faut y porter beaucoup, beaucoup d'attention. Puis plus qu'on ne l'a fait parce qu'on l'a négligé pendant très longtemps et on le néglige encore un peu trop, à mon avis. Alors, il y a encore beaucoup de rattrapage à faire par rapport à cette question-là. Et quand les gouvernements ont commencé à mettre en place des mesures pour dire aux entreprises, ben là, vous ne pouvez plus polluer autant que vous polluez, puis les entreprises disent, mais là, ça va être la catastrophe, à chaque fois, hein, presque à chaque fois, ça va être la catastrophe économique. Vous savez que quand le gouvernement américain a décidé d'imposer aux fabricants d'automobiles de mettre des appuis-têtes dans les voitures, parce que les gens, quand il y avait des accidents, il y avait souvent des problèmes importants et beaucoup de mortalité liée au coût, les compagnies d'automobiles américaines ont dit, si vous nous forcez à mettre des appuis-têtes dans les autos, l'industrie de l'automobile américaine va faire faillite. Est-ce que l'industrie de l'automobile a fait faillite parce qu'on les a forcés à mettre des appuis-têtes? Bien sûr que non. Et de façon générale, c'est pas toujours vrai, mais je pense qu'il y a deux raisons qui doivent nous motiver à mettre en place des mesures environnementales de plus en plus sévères par rapport à notre façon de produire les choses puis notre façon de consommer. La première, c'est que souvent, quand on fait ça, ça nous rend plus efficaces. Alors, on va voir une compagnie comme Cascade, il n'y en a pas de problème à ce qu'on leur demande d'être plus efficace. Pourquoi? Ben, pourquoi je prendrais plus d'énergie pour faire mes produits si je peux en prendre moins, et donc ça va me coûter moins cher? Si je consomme moins d'électricité, si je prends moins de papier, si je prends moins de bois pour faire mon papier parce que j'utilise du papier recyclé, si je prends moins de produits chimiques et que j'en rejette moins dans la rivière, ben finalement, ça fait de moi une compagnie plus compétitive, plus efficace d'un point de vue économique. C'est sûr que ça crée des ajustements. Et ça, on n'est pas très, très bon là-dessus. Comment on arrive dans un monde où la technologie va provoquer de plus en plus de ces changements-là. On le voit avec Uber, on le voit avec la téléphonie cellulaire, comment l'électronique, par exemple, la vente de l'imprimé, que ce soit les journaux, les magazines, a beaucoup, beaucoup diminué. Alors, les gens qui étaient dans cette industrie-là, ben, c'est pas évidemment ces gens-là qui vont se ramasser dans Silicon Valley ou qui vont faire des ordinateurs. C'est d'autres personnes. On a créé d'autres emplois dans d'autres secteurs, mais les gens qui travaillent dans le pétrole, qu'est-ce qu'on va faire avec? Il faut commencer à penser à ça. Puis il ne faut pas que quand notre transition énergétique va se faire, qu'elle se fasse sur le dos de ces gens-là. En Alberta, pendant 40 ans, c'était le party. Les prix du pétrole, ça montait, puis le gouvernement avait tellement d'argent qu'on n'avait plus de taxes provinciales, puis on n'a pas vraiment pensé que le party finirait un jour. On a mis un petit peu d'argent de côté, là, mais vraiment pas beaucoup, là. Tellement pas beaucoup que quand le prix du baril a chuté, bien là, le fonds de l'Alberta, en 1 an et demi, il n'y en avait plus. Puis là, on a ramené les taxes provinciales. Puis là, il y a 50 000 personnes qui ont perdu leur emploi. Est-ce qu'on aurait pu être un peu plus prévoyant en se disant, bien, qu'est-ce qu'on fait si le prix du pétrole diminue? Puis qu'est-ce qu'on fait? Bien, on n'a pas fait ça. Alors, on est un peu victime de notre insouciance. Puis bon, je parle de l'Alberta, mais il y a une succession de gouvernements fédéraux qui étaient bien contents que l'argent rentre du pétrole de l'Alberta, puis qui n'ont pas eux aussi réfléchi à ça beaucoup. Et ça va être de plus en plus important de faire ça, parce qu'il va y avoir des chocs dans des secteurs. Il y a des secteurs traditionnels d'emploi où dans, est-ce que c'est 5 ans, est-ce que c'est 10 ans, est-ce que c'est 15 ans, ces emplois-là ne seront plus là ou à peu près plus là. Un chauffeur de taxi,
dans un avenir pas très lointain, là, quand il va y avoir plein de voitures autonomes, on n'aura plus besoin de ça, là. Ça existe, la voiture autonome, là. Il y a des gens, aujourd'hui, je parlais à quelqu'un là, qui a essayé une Tesla, là, il est parti du point A au point B, puis il dit le seul moment où j'ai fait une opération, c'est pour utiliser le clignotant pour signaler à la voiture que je voulais dépasser. La voiture, elle a tout fait, là. Alors, il faut penser à ça. On le sait, là, ça s'en vient. On ne peut plus jouer à l'autruche. Alors, comment on met en place des programmes qui vont faire en sorte que les gens qui vont perdre leur emploi dans ces secteurs-là vont pouvoir facilement, puis de façon décente aussi, être requalifiés puis trouver des emplois dans d'autres secteurs. Il n'y a jamais de garantie. On ne peut pas dire à une personne, c'est toi, là, c'est sûr qu'on va te replacer. Mais on peut mettre en place le plus de conditions gagnantes possible. Alors, quand on sait qu'il y a un secteur qui va être de plus en plus à risque, on commence à travailler avec les gens dans ce secteur-là, puis les syndicats, puis les entreprises, pour dire, on va commencer à mettre en place des programmes de formation pour vous aider à vous en aller dans d'autres secteurs où on a besoin de monde, parce qu'on va avoir besoin de monde pour autre chose, plus pour ça, mais pour autre chose. Il faut se pencher sur ces questions-là, donc que ce soit dans nos ministères du développement économique, au ministère de l'Éducation, au ministère des Finances, il faut se poser ces questions-là, puis il faut commencer à travailler. Puis c'est pas juste, je ne veux pas dire que c'est juste la responsabilité du gouvernement, mais le gouvernement a quand même une responsabilité importante, mais c'est la responsabilité aussi des employeurs qui vont avoir besoin d'employés qualifiés dans différents domaines. Alors, seulement si eux aussi ne font pas partie de cette solution-là, puis les syndicats. Puis je pense que les syndicats sont quand même très allumés là-dessus. Je ne suis pas sûr que le reste de la chaîne dans tout ça l'a compris. C'est pour ça qu'on va devoir, en tant que société, devenir beaucoup plus agile à faire ces changements-là, à la fois à titre individuel, mais aussi de façon collective. Il va falloir qu'on devienne bien meilleur que nous le sommes. Parce qu'avant, on avait un système où tu faisais quelque chose pendant toute ta vie, puis après ça, tu prenais ta retraite, merci, bonsoir. Alors que là, les bouleversements, puis la technologie va continuer d'évoluer. Les bouleversements vont être de plus en plus fréquents, de plus en plus rapides, d'où l'importance, nous-mêmes, d'être agiles, d'être réactifs, et nos décideurs aussi. Puis c'est pas évident parce que notre appareil politique, de réagir rapidement, c'est pas toujours facile. Mais ce que je constate présentement, c'est que oui, il y a des secteurs où on perd des emplois, mais il y a plein de nouveaux secteurs qui émergent où on crée des emplois. Alors, ce sera quoi dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans? Je pense que personne ne peut vraiment le savoir, mais on peut avoir une idée, on peut spéculer. Et d'où l'importance de commencer à prévoir ces choses-là. Puis c'est un peu ce qu'on fait en environnement. On essaie de prévoir puis de regarder, par rapport au changement climatique, si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans? Alors, on a une idée. Puis plus on agit rapidement, plus on sait que dans le temps, on peut minimiser les impacts de nos actions ou de nos inactions, finalement. Alors, c'est un peu la même chose. On n'a pas de certitude, mais on a quand même une assez bonne idée de la direction dans laquelle on s'en va et de l'importance d'agir. Je pense que c'est la même chose. Je me considère très privilégié parce que je n'ai pas l'impression de venir travailler ici. C'est une passion. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas content quand je passe du temps avec mes enfants, puis bien sûr, mais je n'arrive pas ici puis j'ai l'impression de puncher quand j'arrive puis de puncher quand je sors. Alors est-ce que c'est toujours comme ça? Non. Je me souviens, l'élection majoritaire de Harper, là, on était une gang ensemble, on regardait la soirée des élections. Puis là, plus la soirée avançait, puis on connaissait déjà un peu ce gouvernement-là. Le lendemain, on n'est pas rentré travailler. On est une couple, là, c'était comme un lendemain de veille, là. On avait pris une grosse brosse, là, puis... alors, il y a des moments où c'est difficile. Puis on se relève les manches, puis on se dit, on va continuer. Puis Harper, il ne sera pas là toujours. Puis là, on a un nouveau gouvernement à Ottawa qui a adopté un plan d'action de lutte au changement climatique, qui va investir des milliards dans le transport en commun, des dizaines de milliards dans le transport en commun, des dizaines de milliards dans les infrastructures vertes, dans les énergies renouvelables, qui veut un nouveau code du bâtiment pour que des édifices comme celui-là, au lieu d'être l'exception, deviennent la norme dans une dizaine d'années. Moi, je dis souvent à mes collègues, notamment les jeunes qui arrivent, notre travail, c'est un marathon.
c'est pas un sprint. Je pense que de façon générale, on avance. Puis on avance dans la bonne direction. Puis oui, il y a des affaires frustrantes des fois. Puis oui, il y a des défaites. Puis oui, il y a des batailles qu'on pensait avoir gagnées, puis qu'on pensait que c'était réglé cette histoire-là, puis là, ça revient. C'est un marathon. Un marathon, ça prend du temps, puis on se prend une vitesse, puis on garde cette vitesse-là, puis je le sais, j'en ai fait. J'aime bien penser que vers la fin de ma vie, je vais pouvoir constater qu'effectivement, les choses se sont déjà beaucoup améliorées ou ont commencé à s'améliorer beaucoup. Je pense que c'est possible. Je pense pas que c'est fait, je pense pas que c'est garanti, je pense pas que c'est dans la poche, mais je pense que c'est faisable. Je n'ai jamais pensé à ce que je faisais comme une carrière, mais quand je vais regarder, quand il y en aura plus derrière que devant, j'imagine qu'il y aura certainement un certain sentiment de devoir accompli, d'avoir à mon échelle ma petite goutte d'eau dans l'océan, jouer un rôle pour faire avancer les choses dans la bonne direction.